milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation de la station compacte de Kabala. Cette station va desservir plus de 300 000 personnes en eau potable à Bamako et dans le cercle de Kati. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. La troisième semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est consacrée à la visite aux personnes âgées. Certaines d'entre elles ont reçu ce matin la visite des autorités. Dans la chronique santé de ce soir, nous nous rendons à Gao pour parler du paludisme. Dans cette localité, le nombre de cas de paludisme a passé la barre des 4000 selon les responsables sanitaires. Focus Santé en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Restez avec nous. Le développement dans un court instant. Madame, Monsieur, bonsoir. Et à l'ouverture de cette édition, près de 10 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation de la station compacte de Kabala. Cette importante infrastructure a été inaugurée cet après-midi par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. En attendant la grande station en cours de réalisation, cette station va desservir plus de 300 000 personnes des localités de Kabala, Kalabankoro, Tchébani et de la commune 5 du district de Bamako en eau potable. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration du président de la République à cette occasion au micro de Alousseni Touré. Nous sommes dans un jour faste. Le maire de Kabala a chanté. Ce jour est un jour béni, ce jour est un jour faste, un jour de bonheur. Il aurait pu danser le Django. Je m'en suis rendu compte, figurez-vous, en venant ici à Kabala aujourd'hui, par l'accueil des populations. De mon entrée sur le territoire jusqu'à ici, cette station de pompage compact, la population est sortie, massive, compacte, pour dire sa joie, son bonheur d'être enfin délivré de la pénible corvée d'eau potable. C'est un paradoxe, c'est singulier que l'on en soit encore à fêter l'eau potable au XXIe siècle. Hélas, hélas, telle est notre lot. Il y a aujourd'hui une grande joie, mais nous n'avons que peu de mérite en réalité. Cela aurait dû être fait depuis belle lurette, depuis très longtemps. Il est bon, il est sain que nos populations aient accès à l'eau potable, à une eau saine, une eau de qualité. L'on sait les dégâts que font pour la santé publique l'eau de mauvaise qualité. Toutes les maladies hydriques, les gastro-entérites sont dues à la mauvaise eau de consommation. Que Kabala et sa région aujourd'hui, et Bamako, la commune 5, en soient délivrés est un bonheur. Et cela va continuer. 171 milliards de francs CFA ont été investis ici. On vous a dit que le financement est bouclé. Les 4 phases, Inch'Allah, vont se dérouler. Et en fin de parcours, nous aurons un potentiel quotidien de 300 millions de litres d'eau par jour. Je crois que là, nous pourrons dire à ce moment-là, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je voudrais saluer tous ceux qui ont pris part à cette grande aventure. Tous nos partenaires classiques, les banquiers. Certains ont parlé, la BID, la BEI, l'AFD, toujours à nos côtés pour les œuvres de développement, tous ceux qui touchent à l'humain au Mali, au développement social, et tous les autres que je cite, que je ne cite pas. Tous trouvent ici, par ma voix, la reconnaissance de l'ensemble du peuple malien pour ce qui a été fait ici à Kabala, dont on nous dit que cette œuvre-là est de génération nouvelle. Ce qui a été fait ici n'a pas été encore fait ailleurs. Pas que nous voulions nous singulariser, mais ainsi est l'histoire. Ce qui est à Kabala aujourd'hui est une sorte d'ouvrage inédit. Nous nous en félicitons. J'ose espérer que ceux qui auront à travailler dessus pour le bonheur des populations feront en sorte d'en faire un très bon usage pour que cela puisse se maintenir longtemps et très longtemps. Et bonheur suprême, on me dit que ce qui a été fait ici à Kabala est transportable de demain ailleurs en République du Mali. Alhamdulillah, quand on n'a pas beaucoup de ressources, ce qui a été heureux à Bamako le sera sûrement également demain à Ségou, pourquoi pas à Mopti et pourquoi pas à Tombouctou, Gao ou Kidal. Très bonne nouvelle. Je voudrais finalement terminer en disant que nous avons peiné
Nous avons souffert avec notre peuple, avec nos parents de Kabbalah et de la zone, dont nous avons su la pénibilité de la vie au quotidien, la difficulté de l'accès à l'eau potable, les enfants qui vont à l'école dans des conditions de pénibilité et qui se lèvent quelquefois tôt le matin pour aider à la recherche de l'eau. Cela est terminé, alhamdulillah. Je voudrais également dire que la solidarité internationale n'est pas un vain mot. Elle n'est pas un vain mot. Les sommes fabuleuses qui ont été mobilisées l'ont été grâce à ce sentiment humain très fort qui unit les hommes, qui fait que ceux nantis au nord pensent à ceux du sud en difficulté, en une belle chaîne humaine de solidarité, ce que ton autre vit, je le vis également aussi. Il est quelque part moi, projeté quelque part loin de moi, mais c'est encore moi. Cette solidarité humaine doit être saluée et elle nous réconforte aujourd'hui où certains pensent à tort qu'elle n'est plus de mise. Elle vient ici de s'illustrer de la plus belle des façons. Merci à la coopération internationale, merci à nos partenaires techniques et financiers, merci Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Eau et ses équipes, merci à toutes les équipes et d'ailleurs qui ont fabuleusement travaillé. Et je voudrais également dire ceci, l'expertise malienne a été ici à l'œuvre. Elle a été à l'œuvre ici fabuleusement. L'entreprise Merlin, qui est très connue dans le domaine de l'hydraulique, en France, je crois avoir visité cette usine à Grenoble, elle a travaillé ici donc avec plus de Diawara. Et je sais que Syrah également a été dans le contrôle technique. Tout ça pour dire que il y a une expertise malienne qui existe, qui est compétente et qui gagne à être de plus en plus souvent mise à l'œuvre. Le reportage complet sur cette inauguration dans nos éditions de demain. Vous le savez certainement, Lomé, la capitale togolaise, a accueilli ce week-end dernier un sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement. Le président de la République a pris part aux travaux. À son retour hier à Bamako, Ibrahim Boubacar Keïta a rappelé l'importance de la présence du Mali à cette rencontre. Ses propos sont recueillis par Ibrahima Traoré. Permettez tout d'abord que je sache gré au président Faure Essozim Nsembe, au peuple togolais, au gouvernement togolais, à la colonie malienne vivante au Togo, au Bénin et au Ghana, de l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé à ma délégation et à moi-même. Et nous sommes rendus au Togo pour prendre part au sommet extraordinaire de notre Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement. D'aucuns pourraient penser, mais qu'est-ce que le Mali, pays sans accès côtier, pays enclavé s'il en fut, peut avoir à faire ou à dire en une telle occasion? Si, nous devons rappeler le passé du Mali, sa situation géographique et hydrologique, pour estimer que nous étions en pleine légitimité de cette partie-là. Au surplus, nous sommes africains, et l'on sait également ce que le droit de la mer dit en la matière. Tout ne se résume pas à être sur le littoral côtier, mais de partager un plateau continental. De ce point de vue-là, nous avons tout à fait notre zone économique qui est concernée. Et la solidarité également géographique de fait avec tous nos États voisins, notre passé, je le dis encore une fois, on en sait ce qui tient de la réalité et de la légende, de la réalité. Cette fameuse expédition du Mali, qui a été à la découverte des Amériques, et que nous avons aujourd'hui sous cette forme connue désormais, de l'expédition de l'empereur du Mali à la découverte des États-Unis, dont on nous dit qu'elle a bien eu lieu. On atteste la thèse de Van Sertima, Ivan Van Sertima, They came before Columbus. Ils y ont été avant Christophe Colomb. Cela a été attesté aujourd'hui. On sait également, nous l'avons dit, que certains nous ont raillés
quand les Mandingues ont essayé, je sais que mon aîné, Gauss Diawara est en train de m'écouter, qui a fait une belle thèse là-dessus. La première expédition s'est échouée sur les côtes africaines. Il aurait fallu attendre un peu aussi les résultats des travaux ordonnés par le roi Jean du Portugal pour affronter la navigation hauturière dans des conditions plus soutenables du point de vue du progrès technique par rapport à la voilure. Dès qu'on a maîtrisé cette voilure-là, pour que les vents enflent mieux et poussent les navires, les nôtres ont pu aller. Et Van Septima l'atteste parfaitement par le parcours où l'on voit tout le long la statuaire significative, représentative de l'art du Soudan de cette époque-là, Soudan médiéval, et les types humains également. Je ne vais pas trop éclairer là-dessus, c'est un fait. Et nous avons également aussi dans le Tassili Niger des peintures rupestres qui attestent de l'existence de pasteurs à bovidés. Ces pasteurs éleveurs de troupeaux de zébus dont on a encore les modèles aujourd'hui, les pasteurs, les bœufs à long corne. Tout cela pour dire que nous ne fûmes pas toujours secs. Et nous avons également la faiblesse de penser que nos ressources hydrologiques doivent être relativement consistantes, puisque certains les ont estimées parmi les plus importantes au monde. Nous avons deux grands fleuves dans notre pays, le Niger et le Sénégal. Nous avons d'autres cours d'eau de moindre importance, mais qui ne sont pas moins importants du point de vue du potentiel hydrologique de notre pays. Et l'on sait aussi le rôle des fleuves, je le dis toujours, des cours d'eau d'une manière générale, dans l'équipement des pays, dans le développement des pays. La capacité d'emport fluvial n'a rien à voir avec la capacité d'emport par route. Outre que les routes sont chères à entretenir, à construire et à entretenir, madame le ministre Diop ne me démentira sûrement pas. On sait également notre indiscipline caractérisée par rapport au poids l'essieu, ce qu'on n'a pas sur le fleuve. Il s'agit pour nous simplement de reprofiler notre fleuve Niger aujourd'hui, pour capable de le draguer, pour le rendre à son flux normal et un bon débit qui rende la navigation possible sur un temps plus long qu'aujourd'hui. Et cela permettra un développement prodigieux de nos régions du Nord. Et pourquoi nous sommes allés sans cesse plaidant pour le sauvetage du fleuve Niger. Donc nous étions à Lomé en parfaite légitimité de présence. Nous avons eu le bonheur avec nos frères de l'Afrique de nous pencher sur la question de sécurité et de sûreté maritime qui se pose aujourd'hui non seulement à notre continent, mais à l'ensemble du monde. Le commerce aujourd'hui, à travers les mers, occupe une très grande partie des échanges mondiaux. Et certains ont vu là, comme toujours, une nouvelle source de profits criminels. Chacun a entendu des navires qui ont été piratés dans la mer Rouge, dans telle autre partie de l'océan Indien, ou ailleurs dans le monde. Et tout cela a fini par inquiéter, et il fallait trouver un moyen pour y mettre de l'ordre. Je crois que c'était l'objet de cette conférence, de cette rencontre-là. Le golfe de Guinée, notre golfe de Guinée, est un secteur qui semble particulièrement prisé aussi. Des cargaisons entières y disparaissent. Et je crois que le préjudice causé à nos pays voisins, pays avec lesquels nous avons des relations intimes au plan du commerce, si nous sommes dans un système d'intégration régionale, donc tout cela devait être vu au fin de corriger ce qui est aujourd'hui imparfait et qui gagne à être réexaminé. Cela a été fait. Et l'ensemble a abouti à l'adoption d'une charte africaine de questions maritimes, qui, sur le théâtre même, in situ, a été déjà signée par un bon nombre de nos pays. Et dès qu'elle sera ratifiée par le nombre requis, je pense que cette charte va rentrer en vigueur pour le plus grand bénéfice de nos pays.
Je voudrais me permettre d'avoir un clin d'œil particulier pour nos ressortissants qui, du Ghana, du Bénin, du Togo, ont tenu à venir nous saluer à Lomé. J'étais surpris aujourd'hui par l'affluence. La salle de conférence de Sarakawa a refusé du monde un dimanche. Quand on sait le labeur auquel ils sont externes dans ces différents pays-là, on mesure la considération pour le pays. Car c'est de cela qu'il s'agit. À travers moi, c'est le Mali, leur pays qu'ils voient, dont ils montrent combien ils le chérissent. Hommes, femmes, jeunes et enfants, tous étaient là. Ce fut très émouvant. Et nous avons délivré le message d'un Mali optimiste, d'un Mali qui n'est pas sans problème, comme le sont beaucoup de pays, mais qui fait face avec confiance, avec courage, avec détermination constante. Et je pense que cela était requis, que nous prolongions notre séjour en terre togolaise pour rencontrer cette communauté-là. Je voudrais les remercier vivement, du fond du cœur, en mon nom et en celui de ma délégation, pour cette estime et cette considération dont nous avons été l'objet. Et ce message de félicitations du président de la République, chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, à son Excellence, Monsieur Jorge Carlos Fonseca, président de la République de Cabo-Verde. Message ainsi libellé. Votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'heureuse occasion de vous adresser au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Cette réélection est le témoignage renouvelé de la confiance que le peuple de Cabo-Verde accorde à votre Excellence pour poursuivre les actions déjà entreprises en faveur du développement de votre pays ainsi que la consolidation de ses acquis démocratiques. Je voudrais en cette heureuse circonstance vous exprimer ma constante disponibilité à œuvrer au raffermissement continu des relations d'amitié et de fraternelle coopération existant si heureusement entre nos deux pays. En vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de cette noble et exaltante mission, je forme des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité du peuple frère de Cabo-Verde. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération signée Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Autre chose, dans ce 20h, les membres de la Haute Autorité de la Communication HAC ont rendu compte ce matin au Premier ministre Modibo Keïta des activités menées depuis la mise en place de la structure en décembre 2015. Avec le Premier ministre, ils ont surtout parlé des voies et moyens pour l'application des résolutions issues de la première session de la HAC. Fodié Touré, président de la Haute Autorité de la Communication, donne d'amples informations au micro de Mamadou Bagayoko. L'audience avait pour objet de faire le point des activités que la Haute Autorité de la Communication a menées depuis son installation jusqu'à ce jour. Ces activités concernent tant l'élaboration du cadre réglementaire de la Haute Autorité de la Communication, mais aussi les activités courantes rentrant dans l'exécution de sa mission de régulation. Ces activités courantes ont porté tant sur des rencontres avec les associations professionnelles des médias qu'avec les services stratégiques qui collaborent avec la Haute Autorité de la Communication pour l'accomplissement de sa mission. Je veux parler de l'ORTM, je veux parler aussi de l'AMRTP. Ces activités courantes ont également concerné des rencontres avec des partenaires techniques et financiers. La HAC, au cours de sa session ordinaire, a pris des résolutions très significatives qui consistent en des traitements réservés à chaque problème spécifique mis en exergue par l'état des lieux. Ce sont ces résolutions que nous sommes venus porter à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour solliciter son accompagnement et ses conseils pour la mise en œuvre de ces résolutions.
Il s'agit aujourd'hui de trouver une solution à la situation des radios et des télévisions qui émergent sans autorisation. Il s'agit aujourd'hui de trouver une solution à la situation des radios qui émergent sur la base d'arrêtés interministériels ou d'autorisations provisoires. Il s'agit aujourd'hui de trouver une solution à la situation des services de distribution de programmes qui émettent aujourd'hui sur la base de conventions qui ont été signées avec l'Office de radio et télévision du Mali, alors que ce domaine relève de la mission de régulation de la haute autorité de la communication. Donc ce sont ces résolutions qui ont été prises et qui vont être appliquées dans les semaines à venir. Nous ouvrons la page consacrée au mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. La 3e semaine est consacrée à la visite par les autorités des personnes les plus âgées du district de Bamako. C'est dans ce cadre que le chef de gouvernement, Modibo Keïta, s'est rendu à Sabali-Bougou, en commune 6, où vit Kadija Kanambaye, une centenaire qui garde le sourire et la vivacité de son esprit. Nyanya Allo Traoré était aussi de la visite. C'est sur cette mélodie propre à elle que Kadija Kanambaye, 120 ans, a remercié le Premier ministre et sa suite de cette visite de courtoisie. C'est ici, à Sabali-Bougou, que demeure la centenaire Kadija Kanambaye, mère de 12 enfants. Elle garde toute sa lucidité. Les anecdotes, il y en avait beaucoup ce jour. Kadija informait le public sur les vertus de certains arbres de brousse et parlait également des campagnes de culture de sa jeunesse. Tout ceci au grand bonheur des visiteurs, parmi eux le parrain de cette semaine. Chez nous, comme on dit, les vieilles personnes, c'est comme les bibliothèques, c'est comme des livres, ceux qui transmettent le savoir. Donc c'est des gens que nous devons énormément porter attention à eux, à les assister pour qu'ils puissent être bien dans leur peau et vivre beaucoup plus avec nous. Autre visiteur du jour satisfait, c'est bien le Premier ministre. Modibo Keïta, dès son arrivée, s'est réjoui de la bonne mine de Kadija Kanambaye ainsi que de sa vivacité. Et nous nous sommes déplacés pour venir rendre visite à une des personnes les plus âgées de notre pays. Une personne qui a été témoin de nombreux événements, qui a entendu beaucoup de choses, qui a vu passer beaucoup d'hommes et de femmes et qui est le concentré de l'expérience de tout un peuple. Nous sommes venus au nom du président de la République lui souhaiter encore une fois de plus bonne santé. Nous avons souhaité que cette personne fasse des bénédictions pour notre pays, pour le peuple du Mali, pour la paix et pour la réconciliation. Le chef du gouvernement n'est pas venu les mains vides. Avec le ministre de la Solidarité, Amadou Konaté, ils lui ont offert des cadeaux. Kadija Kanambaye, à son tour, a fait des bénédictions pour le retour de la paix au Mali. L'épouse de Bambara Wologen aime la crème de mil, communément appelée dégué, et le macaroni. Elle a 72 petits-enfants dont une grande partie était présente à la cérémonie, tous fiers de leur mamie. Voilà, vous l'avez certainement corrigé. Kadija Kanambaye vit à Sabali-Bougou, en commune 5 du district de Bamako. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, lui, était du côté de la commune 3, où il a rendu visite aux deux personnes les plus âgées de cette commune. Il s'agit de El Hadj Bakari Kamisoko, 107 ans, et Djara Maïmouna Sangaré, 108 ans. Visite suivie par Salimata Ndao. Kodabougou. C'est dans ce quartier qu'habite El Hadj Bakari Kamisoko. Il a 107 ans et a vu naître 12 enfants. Aujourd'hui, il a 32 petits-enfants. En ce mois d'octobre, mois de la solidarité, une délégation de l'Assemblée nationale, soutenue par le ministère de tutelle, vient nous rendre visite. Les visiteurs apportent une aide matérielle, mais surtout un soutien moral. Je suis content, je remercie le président et tout le gouvernement. Mes bénédictions les accompagnent, que Dieu leur donne longue vie. La doyenne des femmes, elle, est installée à Oumirambougou. À 108 ans, Diara Maïmouna Sangaré a encore l'esprit lucide et une voix claire. Madame Diara a fait 10 maternités et seulement 4 de ses enfants
profitent de ce moment d'honneur aux côtés de leur mère. Je souhaite une longue vie aux visiteurs, qu'ils aient des enfants qui pourront s'occuper d'eux. Que Dieu nous protège et apaise nos cœurs. Moi, je suis très content. Je salue les initiatives de ce projet. Les jeunes générations, on ne peut que les exhorter l'entente. C'est là aussi, c'est ce qu'elles préconisent. Il faut qu'on s'entende, se donner la main pour faciliter le vivre ensemble. Les hôtes ont fait beaucoup de bénédictions pour les visiteurs. Ces derniers ont émis le vœu de les revoir l'année prochaine. Les présidents de la Cour suprême, du Conseil économique, social et culturel, du Haut Conseil des collectivités ont également rendu ce matin la visite à des personnes âgées. Vous aurez donc ces reportages dans nos éditions de demain. Voilà, c'était donc là la page consacrée à la visite aux personnes âgées de Bamako. Bonne nouvelle, à Kidal, les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin. Les 2018 élèves concernés par cette rentrée seront encadrés par 56 enseignants. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la 8e région, Koina Ag Amadou, en présence des représentants des groupes armés. De retour de Kidal, le reportage de Trissa Koni. C'est un 17 octobre, pas comme les autres pour la région de Kidal. En effet, cette journée marque un tournant décisif dans la vie de la nation malienne. Il s'agit de la cérémonie officielle de la réouverture des écoles de Kidal au compte de l'année scolaire 2016-2017. Une occasion pour la population de Kidal, la SEMA et la chefferie traditionnelle de saluer ces jours historiques. Une nouvelle chance à saisir pour que définitivement et résolument l'école s'installe et fonctionne à Kidal, à Tessalit, à Abébara, à Ténessakou, à Aguelhot, à Tenzawatan, à Bouassa, à Nefis, Timtarin et partout ailleurs dans la région. C'est l'occasion pour la SEMA de saluer très sincèrement la bonne foi dont a fait preuve le gouvernement du Mali en signant les décrets pour la mise en place des autorités intérimaires. Ces autorités intérimaires représentent pour nous le début d'une gouvernance qui tienne compte des spécificités locales. Ce sont au total 2018 enfants et 56 enseignants qui ont repris la route de l'école dans une vingtaine d'établissements qui ont ouvert ce lundi. Cette situation doit évoluer car les enfants de Kidal ont déjà trop souffert de cette crise. Je sais que je peux compter sur vous et je demeure convaincu que vous ne ménagerez aucun effort pour un retour définitif de la paix dans notre région. Cette arrivée du gouverneur et certains membres de son cabinet dans la capitale de l'Adrar des Iforas est d'autant plus historique qu'elle est qualifiée d'un début de solution pour la mise en œuvre des accords pour la paix et la réconciliation nationale. La présence de deux drapeaux maliens au présidium illustre cette volonté de la CEMA à reconnaître les institutions de la République à Kidal. Il y a ce besoin aujourd'hui que l'accord de paix soit effectif, que les autorités intérimaires se réinstallent, que le gouverneur, le représentant de l'État se réinstalle. C'est une nécessité aujourd'hui. Je salue le président de la République, je le salue, je le remercie parce que vraiment il nous a précipité d'envoyer le gouverneur. Je salue aussi les efforts faits par le haut représentant de la présidence, qui était Dagorga, c'est un ami qui connaît tous les dossiers. La MINUSMA et la force Barkhane ont salué cette avancée notoire dans le processus de paix intermalien. Au nom du président de la République et de tout le peuple malien, le gouverneur de la région de Kidal a présenté les condoléances les plus attristées à la famille du défunt Cheikh Aga Aoussa. Les mouvements de la plateforme du 14 juin d'Alger, dans une déclaration, appellent à barrer la route aux ennemis de la paix et à privilégier le dialogue. Déclaration lue ici par Abidi Ould Najim, porte-parole du MMA, au micro de Yaya Tandina. Nous, mouvement de la plateforme du 14 juin 2014 d'Alger, composé de la CMFPR1, Kabara, Condé, Gundam et Echel, les MAA, Attila, Asseddi, Toal, Aghlal et Nadjatafan, le MPSA, Nibkat el Tamakchoy, Tinandandan, Ag Inorogen, les Gachia. Réunis ce jour à Attila, comme suite à la demande du commandement politico et militaire du MAA, zone ouest de la plateforme,
Après une analyse sereine et des discussions franches et constructives, on convenu de ce qui suit. 1. Réitérer leur engagement indéfectible et sans faille à respecter et faire respecter les dispositions pertinentes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. 2. Condamner avec la dernière rigueur les différentes tentatives d'assassinat qui ont visé des responsables militaires et politiques de la plateforme. 3. Condamner également les différentes attaques perpétrées contre les FAMA en violation flagrante du cessez-le-feu convenu dans l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. 4. Lancer un appel à tous les combattants en armes, ces réclamants de la plateforme, à resserrer les rangs pour barrer la route aux ennemis de la plateforme et de la République, et c'est partant les ennemis de la paix. 5. Privilégier le dialogue pour résoudre tous les différends et bannir la violence lâche et gratuite qui ne profitera à aucune partie conformément à nos coutumes et traditions. Autre bonne nouvelle dans ce journal, notre pays dispose désormais d'avions de transport et de manœuvre appelés Super Puma. L'appareil permettra de renforcer les capacités de l'armée de l'air. En attendant l'arrivée du second avion, le ministre de la Défense et des anciens combattants est allé voir l'appareil de guerre à la base 101 de l'armée de l'air. On fait le point avec Al-Jumatina. L'armée de l'air est désormais dotée d'avions militaires de transport tactique, appelés Super Puma. Cet hélicoptère de fabrication française aidera énormément notre armée pour ses opérations, surtout dans le cadre du transport. Et sa spécificité, c'est un avion de transport militaire. Il fait le transport de troupes, il fait le transport des fret et il fait également le transport des VIP. On a 2 comme ça, c'est le premier arrivage. C'est la toute première fois que le Mali a ce type d'avion. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, très heureux de cette nouvelle acquisition, en a profité pour visiter une partie du matériel de l'armée de l'air, la base 101. Occasion pour le responsable de faire part au ministre Abdoulaye Idrissa Maïga des difficultés notamment sur le plan matériel. Cette base aérienne qui date des années 70, depuis lors il n'y a pas eu de grands travaux effectués. Ces hélicoptères de combat que vous voyez derrière moi ont besoin vraiment d'entretien, de suivi pour pouvoir les avoir en service le plus rapidement possible. La mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire nécessite des défis et l'armée de l'air, en tant qu'outil de défense, doit jouer sa partition. Nous n'avons pas suffisamment pour exploiter à 100% tout le matériel que nous allons acquérir. Donc notre défi, c'est de pouvoir continuer de recruter et de former régulièrement afin qu'à l'horizon vraiment 2019, que l'armée de l'air soit au plein de son potentiel. En attendant l'arrivée du second hélicoptère de transport tactique, le personnel technique vient d'entamer une formation de 3 mois. Formation à l'issue de laquelle il sera en mesure de faire toutes sortes de missions avec l'appareil, selon le chef pilote. Parlons également de la réélection de Moussa Tembini à la tête de l'Union des jeunes du RPM. C'est l'une des principales décisions du 3e congrès dont les travaux ont pris fin hier dans la nuit au Palais de la Culture de Bamako. Il dirigera ainsi un bureau de 87 membres. Le congrès a aussi mis en place des commissions thématiques chargées d'assister la nouvelle équipe dans sa tâche. Le compte-rendu est signé Modibo Mariko. Le consensus aura prévalu, déjà ainsi certains pronostics qui faisaient de ce 3e congrès de la jeunesse du RPM celui de tous les dangers. Consensus pour un bureau de 87 membres mis en place par acclamation contre 94 dans les bureaux précédents. À la tête donc de ce bureau, Moussa Tembini qui remplit pour un nouveau mandat de 3 ans. Il a comme première vice-présidente Zainab Maïga et comme secrétaire général Abdoulaye Magasouba. 18 femmes font leur rentrée contre 8 précédemment. Le tout nouveau président est heureux et non moins conscient de la tâche qui l'attend. Tous les grands analystes qui pensaient que le RPM est divisé et que le RPM a des difficultés internes viennent de se rendre compte qu'ils se sont trompés. Et je suis convaincu que cette unité et cette cohésion que la jeunesse a su faire montre servira également d'exemple pour nos femmes et pour nos pères au sein de la direction du parti. Le parti sortira uni. Le parti sortira fort et nous ferons face aux élections communales à venir et nous sommes convaincus également qu'au bout, le parti va engranger des victoires.
Un fait nouveau au cours de ce congrès, c'est la création des commissions thématiques qui serviront de laboratoire d'idées pour aider davantage la nouvelle équipe. Cela d'autant plus que les défis sont nombreux et divers. Le nouveau bureau que vous venez d'élire mettra tout en œuvre pour que nous puissions relancer la politique d'emploi des jeunes au Mali. Nous allons aussi travailler à ce que la qualité de l'éducation soit améliorée. Nous allons nous battre davantage pour que les jeunes s'investissent au niveau du monde agricole. Aujourd'hui, nous avons voté pas mal de lois qui seront en mesure également de changer qualitativement la gouvernance. Pour un peu se remettre de ces 2 jours intenses de travaux, les congressistes se sont retrouvés dans la nuit autour d'un concert géant avec à l'affiche des artistes de renom comme Sidiki Diabaté, Baba Salah, Salih Sidibé pour ne citer que cela. Et le contenu de ce communiqué, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État a l'honneur d'inviter les candidats indépendants ou leurs mandataires à l'occasion de l'élection des conseillers communaux du 20 novembre 2016 à venir valider la maquette de leur bulletin de vote à la Direction générale de l'administration du territoire le mardi 18 octobre 2016 à partir de 10 h. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Lors de son séjour à Koutiala, le ministre du Développement industriel a posé la première pierre du siège de la Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments bétail, un local qui sera construit en Tonasso, sur une superficie de plus de 2000 mètres carrés, coût de réalisation de 150 millions de francs CFA. Envoyés spéciaux, Sirabatili, Tchadje Kamara. C'était une promesse du ministre du Développement industriel. Elle est devenue une réalité. L'offre d'une parcelle à la Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments bétail avec l'appui des autorités administratives de Koutiala. Le siège de la Fédération sera donc bâti ici pour servir de lieu de rencontre pour les 59 huileries membres de cette fédération. La parcelle de terrain qui va abriter le siège de la FENAFAB est citée en Tonasso. Elle est d'une superficie de 2918 mètres carrés. Elle sera bâtie en R+1, comprenant entre autres 15 bureaux, une salle de réunion de 120 places, une salle polyvalente, 4 chambres d'hôtes avec toilettes. Le coût de réalisation est estimé à 250 millions de francs CFA pour un délai de réalisation estimé à 8 mois. Dans 8 mois donc, voici à quoi va ressembler le siège de la Fédération. Les coûts de réalisation des locaux seront pris en charge par la Fédération elle-même avec l'appui du ministère du Développement industriel. Ça, c'est une fierté de la ville de Koutiala. C'est le chemin de développement des industries du Mali. On ne peut pas développer l'industrie sans le bureau. Donc vraiment, si nous avons le terrain aujourd'hui, je remercie la construction, il y aura la solution. C'est un natif de Koutiala qui a réalisé le plan de construction du siège. Ça, c'est l'avant-projet. Rapidement, on va aller en avant-projet détaillé qui va être établi et un dossier d'appel d'offres qui va sortir. Et c'est à la fédération de faire le timing. Ça ne saurait tarder. La Fédération des producteurs d'huile et d'aliments bétail a été mise en route en 2009. Elle a pu créer plus de 9000 emplois directs. Le regroupement compte actuellement 13 000 femmes qui œuvrent dans le domaine de la fabrication du savon. Aussi, ce communiqué, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement informe les usagers de la mise en œuvre en ce moment d'un programme intensif d'entretien routier dans le district de Bamako. À cet effet, le ministre porte à la connaissance des usagers que le trafic sera perturbé sur l'axe reliant le rond-point Gabriel Touré au rond-point Grand Hôtel au rond-point Gabriel Touré le mardi 18 et le mercredi 19, le jeudi 20 octobre 2016 pour raison de travaux. Par ailleurs, sur la route Bamako-Koulouba, le trafic sera également perturbé sur le tronçon échangeur de l'ex-ENA au rond-point de Koulouba le samedi 22 et le dimanche 23 octobre 2016. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement présente ses sincères excuses à l'ensemble des usagers pour les désagréments que pourront causer les 10 travaux qui visent à assurer le confort des usagers et renforcer la sécurité routière. Le ministre, tout en comptant sur la bonne compréhension de tous les usagers, leur demande de bien vouloir respecter les consignes de sécurité, notamment les panneaux de signalisation.
Parlons sport à présent. Les championnes d'Afrique de moins de 18 ans ont été reçues ce vendredi par le ministre des Sports. L'équipe a reçu 160 millions de francs CFA du président de la République, comme pour dire que la reconnaissance du mérite n'est pas un vain mot. Reportage Abdul Karim Kaba. 10 millions de francs CFA pour chaque joueuse, 15 millions pour l'entraîneur principal et 11 millions de francs CFA pour son adjoint, idem pour le docteur et pour le kiné. En tout, 160 millions de francs CFA, ce sont les primes spéciales qu'a accordé le président de la République aux championnes d'Afrique de moins de 18 ans filles. Je suis simplement ici pour vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'appui spécial que le chef de l'État m'a demandé de vous remettre, titre d'encouragement, pour vous encourager. Et cet appui fait un total d'environ 160 millions. Je suis très heureux quand le chef de l'État, le Premier ministre, eux-mêmes encouragent ce qui anime le secteur que je dirige. Donc merci beaucoup. Je ne suis qu'un ministre fier de ce qui a été fait. Ce geste d'encouragement a pour objectif d'inciter au travail bien fait lors de la Coupe du Monde prochaine, en même temps motiver les sportifs à d'autres succès continentaux et internationaux. Suite au décès brutal de Mme Fatmata Siré Diakité, des messages de condoléances continuent de nous parvenir. Ainsi, l'Union pour la République et la démocratie URD, l'Observatoire des droits humains et de la paix ODHP, le Comité national de la Fédération nationale de l'éducation, des sports, des arts, de la recherche et de la culture, l'Association citoyenne de soutien à Amadou Toumani Touré, présentent leurs condoléances les plus sincères à la famille de la combattante intrépide et infatigable de la cause des femmes et de la démocratie au Mali. Nous avons également eu le communiqué de Mme Manassa Danyogo, président de la Cour constitutionnelle, à l'occasion du décès de Mme Fatmata Siré Diakité. Madame Fatmata Siré Diakité, présidente de l'Association pour la promotion des droits de la femme, APDF, est décédée le vendredi 14 octobre 2016 à Paris, France, laissant derrière elle mari, enfants, parents et amis, collègues et voisins auxquels elle semble dire « J'ai fait mon devoir, mon œuvre s'achève là ». À la famille éplorée, ses collègues, au nom des membres et du personnel de l'administration de la Cour constitutionnelle, Madame le Président de l'institution présente ses condoléances les plus émues. Dors en paix, chers camarades. On en vient à la chronique santé. Sachez que de juillet à octobre, c'est la période de forte transmission du paludisme au Mali. Occasion de jeter un regard sur les cas du paludisme dans nos régions. À Gao, en fin août 2016, le nombre de cas de paludisme a passé la barre des 4000 contre environ le même nombre pour la même période de toute l'année 2015, selon le médecin-chef du centre de santé de référence de la ville. Focus Santé sur le paludisme à Gao, c'est une réalisation de Ramata Konaté et une équipe de l'ORTM Gao. Sur plus de 2 millions de cas de paludisme au Mali, on note quelques 2000 décès selon les statistiques sanitaires de 2014. La période de forte transmission du paludisme dans le pays s'étend de juillet à octobre. Cette année, le district sanitaire de Gao a enregistré plusieurs cas de paludisme selon ses responsables. Le mois d'août que nous venons de boucler, on a enregistré 4387 cas de paludisme dans le district global de Gao. Fin août 2016, comparé à fin août 2015, on a constaté que le nombre de cas de palu chez les enfants de moins de 5 ans a doublé. Par contre, l'année passée, au CCRF, on était à 50 cas de palu fin août, au CCRF de Gao. Mais cette année, on est à 95. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse dans le district sanitaire de Gao avec ses 32 aires de santé. Notre intervention sur le terrain a augmenté en termes de couverture géographique. 2 équipes mobiles par mois l'année passée. Cette année, on se retrouve à 4 équipes mobiles par mois. Le second aspect, c'est que la pluviométrie de l'année passée est différente de cette année. Les pluies ont été assez réparties. Ça veut dire qu'il y a eu plus de pluies, mais réparties dans les temps par rapport à l'année passée, ce qui fait qu'il y a eu fréquemment des renouvellements des gîtes
larvaires, donc qui sont favorables surtout à la multiplication des moustiques qui transmettent les paludismes. Le troisième aspect, c'est que l'année passée, à pareil moment, on avait déjà réalisé un passage de prévention des paludismes chez les enfants de moins de 5 ans. Cette année-ci qui n'a pas eu lieu. En plus de Gao, la région compte 2 districts sanitaires, Bourem et Ansongo. Seul un district quand même de la région de Gao a bénéficié. Nous sommes déjà au 3e passage de CPS au niveau du district d'Ansongo. Mais des mesures ont été prises dans les autres localités. Le paludisme peut se confondre avec des maladies fébriles, dont la fièvre typhoïde. Seul un examen médical permet de les différencier. L'enfant avait le corps chaud pendant 2 jours et il pleure sans cesse, ce qui m'a poussé à amener cet enfant en consultation sur la table. Les grandes causes quand même de consultation, c'est surtout la fièvre, souvent des vomissements associés, des maux de tête aussi. Donc on procède déjà à un examen diagnostic biologique. Soit on fait un test rapide pour voir est-ce que réellement c'est le palu, ou on fait un test à partir d'un étalement de sang sur une langue qu'on appelle goutte épaisse. Pour renforcer la lutte contre le paludisme, l'accent est mis sur la prévention. Le moyen de prévention, c'est agir surtout sur les retenues d'eau et puis faire en sorte que l'eau qui arrive va couler facilement. La deuxième des choses, c'est de dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides. Et puis faire une prévention intermittente du paludisme chez les femmes enceintes. Et puis l'autre moyen, c'est aussi, comme on avait dit, la campagne qu'on avait réalisée l'année passée, la campagne de chimio-prévention du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Ce traitement préventif permet de réduire de façon considérable l'incidence du paludisme. C'est pourquoi, depuis 2012, l'OMS recommande son utilisation. Rappel d'un fait majeur, ce jour à Kidal, c'est l'ouverture des classes en présence du gouverneur de la région. Vous avez pu suivre le récit de notre envoyé spécial, Drissa Kone. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, 10h et 13h, Rachel Tessougui. Pour ma part, au plaisir de vous retrouver demain pour les éditions du soir. Bien à vous et à demain.